on the air with Brian, you know lying, we be trying, to take it back to where you going, and we be flowing, and vous avez vu, pour le samedi matin, on a beaucoup d'humour. On va parler de la nutrition à l'américaine. Je vois que ça vous intéresse. Et alors, pour en parler, on n'a que des docteurs. Moi, à part éventuellement vous passer la parole, voir si vous écoutez, parce qu'il y aura une interro écrite à la fin, je suis là que pour ça. C'est eux qui vont parler. Donc vous les connaissez certainement, mais ils vont se présenter très rapidement. On va faire un petit tour de table en commençant par vous, professeur Edberg, et vous faites circuler les micros. Alors il y en a 3. Ouais, bon, et vous êtes 4. Il faudra partager. On partagera, c'est pas inquiétant. Donc, je m'appelle Serge Herberg, je suis professeur de nutrition à la faculté de médecine de l'université Paris 13, au département de santé publique de l'hôpital Avicenne, qui est à Bobigny, donc en Seine-Saint-Denis. Je dirige l'unité de recherche en épidémiologie de la nutrition de l'INSERM, et je préside maintenant depuis 13 ans le programme national nutrition santé. Merci. Bonjour, Thibaut de Saint-Paul, donc je suis sociologue et je suis professeur à l'École normale supérieure de Cachan. Béatrice, tu prends un micro. Béatrice de Rénal, je suis docteur en nutrition et je travaille dans le marketing nutritionnel et j'essaye d'aider les entreprises à communiquer en nutrition de façon éthique. Vous entendez bien au fond? Pas non. trop elle rapprochez-vous. Elle est très... Oui. Jean-Michel, vous avez votre micro. Jean-Michel Le Cerf, donc je suis médecin, je suis endocrinologue et nutritionniste. Je travaille à la fois au CHRU de Lille comme clinicien et je dirige le service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille où nous menons des travaux de recherche et de santé publique. Alors pourquoi c'est intitulé Nutrition à l'américaine? Vous avez vu, il y a un petit texte explicatif en dessous, ouais, si vous arrivez à le lire. Ouais, moi je m'en souviens plus. Si on avait dit sans sucre, sans gluten, une espèce de... Voilà, on mange en enlevant des aliments. Et puis donc on s'envoie un petit mail pour préparer la conférence. Et bien sûr, tout de suite, le débat a été lancé sur « Mais la nutrition, c'est quoi ?» Alors qui veut commencer? Qui avait ouvert le premier mail? Béatrice, honneur. Alors la nutrition quand même, parce que c'était le débat de nos mails. Qu'est-ce qu'on va parler de quoi? Alors, ma définition de la nutrition, c'est que c'est une science très jeune et de fait, elle a quelques boutons d'acné encore, je pense, et elle couvre tout le champ entre la production alimentaire, les transformations alimentaires, le devenir de l'aliment dans l'organisme, tout ça pour des biens portants, pour les gens qui sont bien portants et qui veulent le rester durablement, et puis subséquemment pour des gens qui sont déjà malades. Donc pour moi, la nutrition, c'est tout ça. Et donc, effectivement, le titre nutrition américaine, tout de suite, ça fait pousser, ça hérisse les poils. Mais bon, on va voir. Jean-Michel, vous êtes d'accord? Oui, je pense que c'est important de rappeler que la nutrition est une science, une discipline, mais c'est à la fois une science exacte, quoique on ne puisse pas vraiment dire qu'elle soit exacte au sens où on l'entend. Elle est juste précise, mais elle n'est pas forcément exacte dans le sens où vous pouvez avoir une montre qui vous montre l'heure exacte précisément, mais si la montre est décalée, ça ne sera pas l'heure juste. Et donc, les données que nous recueillons en nutrition peuvent être très précises, mais ne sont pas forcément absolument formelles. Tout simplement pour dire que la nutrition, comme le disait Béatrice, c'est une science jeune et nous devons toujours être prudents dans la façon de l'interpréter, car les données que nous recueillons sont toujours à prendre avec prudence. Et puis, la nutrition est aussi une science humaine dans la mesure où il y a une très grande variabilité des individus pour des raisons qui sont génétiques et aussi d'autres natures. Et puis, c'est aussi une science humaine parce que c'est notre comportement qui est en jeu. Et donc, c'est l'homme dans sa globalité. Donc, c'est une science passionnante, évolutive, qui doit être toujours empreinte de prudence. Parce que ce que nous disons aujourd'hui sera contredit dans quelques années si nous sommes trop péremptoires. Et oui, parce que j'avais cru comprendre qu'en 1930, il y avait un nutritionniste américain qui disait qu'il ne fallait pas manger de fruits et légumes parce qu'ils contenaient trop d'eau. On n'en est plus là. Mais professeur Edberg, vous qui menez en fait beaucoup d'enquêtes, vous, nutrition, ça veut dire quoi? Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Oui, je suis tout à fait d'accord, en se rappelant simplement que dans le débat, si on regarde vraiment le titre, ce n'était pas nutrition, c'était nutritionnisme. C'est-à-dire que ce qui avait amené le débat entre nous au départ de la préparation de la table ronde, c'est la compréhension derrière ce terme. Va-t-on vers un nutritionnisme à l'américaine ? C'est-à-dire que ce n'est pas tant les comportements alimentaires qui étaient en jeu que l'image que l'on peut avoir de l'impact éventuellement des phénomènes biologiques ou fonctionnels de l'alimentation dans les comportements. Donc, le cœur du débat, et sur lequel on avait un peu parfois de mal à comprendre exactement ce qu'il y avait derrière ce titre, c'était autour de ce mot. Va-t-on vers un nutritionnisme à l'américaine ? C'est-à-dire, va-t-on vers une vision biologique, fonctionnelle de l'alimentation ? Et est-ce que ceci peut avoir des effets délétères ? Donc, ce que j'avais retenu du débat était plus sur ce champ-là, mais on peut parler... Non, mais on met les pendules à l'heure, là, tout le monde se réveille gentiment, ça va ? Tout le monde comprend, vous suivez ? Et alors, le sociologue, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Une bonne question. Mais voilà, et effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La discussion qu'on a eue, elle portait sur ce terme qui était dans le titre de nutritionnisme. Alors en sciences sociales, plutôt que nutrition, on parle plutôt de pratique alimentaire ou de comportement alimentaire, justement pour appuyer le fait que dans nos comportements, les aliments, c'est pas que des nutriments, mais il y a un certain nombre de choses qui vont tourner autour. Les manières de manger, et puis dans l'aliment, on va manger aussi... Enfin, on ingère des choses qui sont... Du registre des représentations, des symboles, des valeurs, des histoires des aliments. Et donc, il n'y a pas qu'une question de nutriments. Alors effectivement, la discussion entre nous, elle portait sur nutritionnisme. Alors c'est un terme qu'on n'a pas l'habitude d'employer en France. Il y a un peu plus de discussion outre-Atlantique aux États-Unis sur ce terme. Ça renvoie à des travaux notamment de Michael Pollan qui ont été relativement médiatisés. Vous entendrez bien Michael Pollan ? C'est pour l'interro écrite, hein. Je vous ai dit à la fin, on vérifiera si vous avez bien écouté. Oui. C'est pas un Pollan, c'est ça ? Non, Pas alors tout à fait. répétez, parce qu'il y a quand même des gens qui ont besoin de prendre des notes. Voilà, effectivement, ce terme qui est un peu bizarre pour nous, ce néologisme, il renvoie à des discussions qu'il y a eu outre-Atlantique et qui tiennent aussi au fait que l'alimentation américaine est évidemment plus centrée que la nôtre sur ces questions de calories. Et donc nutritionnisme, ça renvoie vraiment à des types d'alimentation qui vont presque limiter les pratiques alimentaires à l'aspect santé. Et donc la critique de Michael Pollan, c'est justement dire il y a beaucoup d'autres choses, mais ce qui dans le contexte français est beaucoup plus évident. Vous êtes d'accord ? Oui, je trouve que le point de vue de Thibaut est extrêmement intéressant. Moi, je partage effectivement cette réflexion. Nutritionnisme, on ne connaît pas ce terme, mais on connaît nutritionniste. Donc on peut se dire que c'est quelque chose qui a à voir. Et malheureusement, enfin non, et j'espère que non. Parce que si un nutritionniste s'inscrit dans le nutritionnisme, c'est-à-dire cette vue extrêmement étriquée, totalement recentrée sur les nutriments et avec cette comptabilité analytique de ce que nous mangeons, c'est assez épouvantable. On ne s'y retrouve pas du tout. Même les nutritionnistes français ne s'y retrouvent pas parce que l'alimentation, bien sûr, a des effets pour la santé, c'est extrêmement important, mais ça ne sert pas qu'à ça, ça sert à beaucoup d'autres choses. Et donc, comme tu le disais, on mange des aliments, mais on mange aussi des souvenirs, on mange des représentations. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. C'est là où vous insistiez sur les sciences humaines, en fait. Autour. Bien sûr. Et elles sont en intrication. Il faut absolument qu'on communique les uns avec les autres. Et bien sûr, enfin, moi-même, Serge et d'autres encore, depuis qu'on s'intéresse à la nutrition, on est obligé d'envisager l'ensemble du comportement et des déterminants des comportements. C'est ça qui me semble essentiel. Vous voulez ajouter quelque chose ? Je vais ajouter dans le même sens, c'est-à-dire on peut quand même être relativement rassuré, c'est-à-dire que en France, la vision quand même que l'on a de la nutrition est très éloignée de la vision anglo-saxonne, qui est en effet une vision beaucoup plus marquée par le côté biologique fonctionnel. On mange des nutriments pour couvrir des besoins. Il suffit d'aller à New York et prendre un taxi pour voir que le chauffeur peut manger sa pizza en conduisant. Essayez d'organiser une réunion à midi en France avec vos collaborateurs en disant amenez votre boîte de nouilles chinoises, etc. à manger. Ça entraîne un tollé général. Donc, on est tout à fait quand même dans un modèle dans lequel, et je crois que c'est vraiment, on répond à notre modèle culturel, le lien avec l'alimentation intègre ces dimensions de plaisir, de convivialité, de partage, de tradition de gastronomie. Maintenant, ce qui est peut-être important, et ça revient quand même au début de votre question, c'est que s'il n'y a peut-être pas un danger majeur de nutritionnisme, même s'il faut s'en méfier, il faut se méfier aussi même de nous-mêmes et des nutritionnistes, il y a un vrai danger de comportement alimentaire qui, eux,
vont peut-être avoir tendance à perdre nos repères, nos structures. On n'en est pas dans une situation dramatique, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on va vers des comportements alimentaires à l'américaine? On reviendra sur ce sujet. Béatrice, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, qu'est-ce qui nous déplaît dans le nutritionnisme à l'américaine, c'est qu'en fait, les Américains, ou plutôt les Anglo-Saxons, ont une vision négative de l'alimentation. C'est-à-dire que quand on achète des produits dans les magasins américains, on va avoir étiqueté tout ce qui fait mal. Oui. Tout ce qui fait mal, c'est-à-dire le sel, les graisses saturées, le sucre, etc. Et jamais le positif. Alors qu'en France, l'étiquetage nutritionnel enquiquine beaucoup de gens parce que justement, ça va vers la norme, alors qu'en réalité, nos choix alimentaires nous poussent beaucoup plus vers... c'est plutôt le plaisir qui va guider nos choix alimentaires. Donc moi, c'est ça qui me frappe entre les anglo-saxons et les romains, c'est-à-dire qu'on mange pour avoir quelque chose de positif, alors que les Américains, on a l'impression qu'ils mangent pour éviter d'avoir trop de négatif. Cette vision-là, elle n'est pas du tout compatible l'une avec l'autre. En fait, oui, Jean-Michel, pardon. Oui, mais, malheureusement, enfin, je trouve que le débat est très complexe, mais il faut trouver un équilibre entre le fait de ne voir à travers l'alimentation que le côté nutritionnel des choses dans le sens restrictif, et puis aussi l'inverse, qui serait de nier toute relation avec la santé, bien entendu, et de considérer que peu importe, manger n'importe quoi va bien. On n'en est pas là, heureusement, on n'en est pas là. Par contre, il y a une tendance qui est un petit peu gênante qui apparaît, qui est le fait de considérer que des nutriments posent problème en soi, ou des aliments posent problème en soi. Très concrètement. Par exemple, le sans gluten, le sans lactose, le sans lait, le sans palme, le sans tout ce qu'on veut. Nous, on a fait une journée l'an dernier à Pasteur sur les régimes sans. Mais ça explose. Vous voyez que des gens qui vous disent « moi j'ai supprimé ceci, cela, etc. » Et malheureusement, tout le monde rentre dedans. Les industriels rentrent dedans. Ils vous disent « ici c'est sans palme, ici c'est sans saccharose, ici c'est sans édulcorant, ici c'est sans gluten. » Alors quand est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on peut manger ensemble? Alors, comme disait Serge très justement, demain, tu invites tes amis, et puis au téléphone, bon, c'est quoi ton repas? Ah oui, moi je viens avec mon petit machin, et toi? Moi je suis végétalien. Ah oui, mais moi je suis au sans lait, tu sais, depuis, franchement, le lait, incroyable. Et donc, on se reçoit, on mange, c'est sympathique, hein, chacun son truc. Ah, tu manges ça, toi, c'est bizarre, oh là là, il va t'arriver quelque chose. Tu devrais pas, comment ça se fait? Tu te rends compte, tu manges du beurre? Oh, du beurre. C'est terrible. Ça va. Oui. Alors, effectivement, c'est un point important, même culturellement. On voit par rapport aux pratiques végétaliennes dans d'autres pays, par exemple européens, chez nos voisins. En France, on a comme point extrêmement important en termes de caractéristiques le fait que tout le monde partage, qu'on mange la même chose, et que le fait de manger quelque chose de différent est vraiment mal vu et dévalorisé. Il y a une autre chose que je voulais dire sur le titre de notre table ronde. Telle qu'elle est écrite, elle dit aussi des choses sur notre modèle à nous. C'est-à-dire, c'était formulé, est-on envahi par le nutritionnisme à l'américaine? Et c'est aussi un point important parce que quand on interroge nos représentations, on voit que le modèle, si on peut appeler ça comme ça, américain est un contre-modèle pour nous, mais avec en quelque sorte deux pôles. Un pôle un peu malbouffe d'Américains qui mangent des hamburgers et qui boivent du coca, et puis un pôle qui est un peu l'autre extrême d'Américains qui font extrêmement attention à leur alimentation et de manière excessive. Et c'est important aussi dans la manière dont on construit, on se représente, nous, notre alimentation, avec ces visions qui ont une part de réalité. Il y a des fortes différences, mais qui sont aussi des stéréotypes dans une certaine mesure. L'alimentation aux États-Unis étant évidemment beaucoup plus complexe, avec beaucoup de différences, d'inégalités sociales, de différences géographiques. Donc il y a ça aussi qui transparaît dans la question au départ qui nous est posée. Vous avez constaté, Jean-Michel, après le sans gluten, moi j'étais sans voix après votre propos. Donc, vous vouliez ajouter quelque chose? Faites attention à ce que vous dites. Si moi je perds la voix, je vais essayer de garder la mienne. Mais simplement pour bien insister, parce que je crois que le fond du débat était aussi bien posé là, par Jean-Michel quand il dit, d'un côté, il faut en effet qu'on ait cette vision de respect du plaisir, et c'est plus facile dans notre culture méditerranéenne, mais il faut aussi en effet qu'on prenne en considération les conséquences santé. C'est-à-dire, c'est un équilibre complexe qui vise à bien montrer qu'il y a
à la fois santé et plaisir, qu'il n'y a pas de contradiction d'ailleurs entre les deux. Tout le challenge qu'on a aujourd'hui pour nous, nutritionnistes de santé publique, au travers notamment des politiques nutritionnelles qui se mettent en place, c'est de bien montrer qu'il n'y a pas incompatibilité entre les deux. Quand on dit aux gens de manger des fruits et légumes, ce n'est pas une punition. Par contre, il faut qu'on puisse aussi dire que l'excès de consommation de gras, de sucre ou de sel peut avoir des conséquences sur la santé. Il faut se rappeler des grands enjeux de santé publique. Donc, il faut qu'on joue sur cette ligne complexe qui est du respect, du plaisir, mais également de faire passer de l'information qui soit utile ou de jouer sur l'environnement nutritionnel pour que les consommateurs puissent garder ce plaisir et préserver leur santé. Un peu comme au Moyen-Âge, dans les livres de recettes, c'était marqué à consommer avec modération. Ce n'est pas exactement la phrase, mais on faisait attention de ne pas exagérer sur la consommation de certains produits. Par contre, en lien avec l'histoire, quand même, est-ce que c'est cet esprit anglo-saxon, est-ce que ça vient de... c'est eux qui ont créé la nutrition et ce qui s'est passé avant-guerre? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel? C'est parce qu'on a vu cet excès de protéines, ils avaient besoin de protéines, manger énormément de viande pendant la guerre. Est-ce que c'est ça qui a construit, on va dire, ce cadre santé autour de la nutrition? C'est difficile de dire. Je pense qu'il y a toujours eu une préoccupation de l'homme de s'intéresser à sa santé à travers son alimentation. Regardez Hippocrate, regardez Saint-Hildegarde au Moyen-Âge, regardez toute l'école de Salerne, par exemple, donc qui date du XIIe siècle, où il y avait déjà des recommandations. Mais on était, très justement, comme vient de le dire Serge, on était dans ce qu'on appelait la tempérance et la modération. Tempérance et modération, à laquelle je rajouterais, puisque c'est un peu c'est le même sens, tempérance, modération, je rajouterais la variété. Il me semble que c'est un élément très important que nous devons maintenir et que peut-être le message clé que intuitivement les gens font dans nos pratiques alimentaires, j'allais dire, de classe sociale relativement aisée. Parce que, à mon avis, l'enjeu, il est vraiment au niveau de 20% de la population, à peu près, dont la moitié sont des gens pauvres. C'est là vraiment l'enjeu. Je pense qu'il faut un petit peu se calmer sur dire aux gens, vous mangez mal, etc. Les gens mangent bien. Globalement, les Français mangent relativement bien. On mange beaucoup mieux qu'avant. On mange moins qu'avant. On a une diversité, une offre alimentaire extraordinaire. On a une qualité et une sécurité alimentaire, quoi qu'on dise, je pense qu'il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, mais j'assume, qui est absolument remarquable par rapport à ce qu'on avait autrefois. Et 48 millions d'intoxications alimentaires aux États-Unis, j'ai entendu. Oui, mais en France, on est à 5000, même pas. Ça, oui, c'est dérisoire, il n'y a rien du tout. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on porte nos efforts, non pas sur dire aux gens, vous mangez mal, il faudrait manger moins, etc. Parce que globalement, ce n'est pas vrai. Il faut quand même le rappeler en France, on a 80% de gens qui ne sont pas obèses. On a 95% des enfants qui ne sont pas obèses. Alors bien sûr, ça augmente. Bien sûr. Tout ne va pas mieux dans le meilleur des mondes. Tout ne va pas mieux dans le meilleur des mondes. Mais bon, occupons-nous principalement des déterminants qui conduisent les classes sociales moins aisées à se réfugier dans la nourriture, dans la monotonie alimentaire. Alors, je n'ai pas répondu à votre question sur quand est-ce que la nutrition a commencé. Vraiment, je pense que effectivement, la puissance économique, épidémiologique et statistique occidentale et américaine dans l'après-guerre, avec les travaux d'Anselkis et d'autres encore, a conduit à ce que la science nutritionnelle émerge. Mais vous pouvez voir des traités du début du XXe siècle où on mettait tous les gens au régime sans sel, sans sucre, etc. On ne savait rien. On mettait les diabétiques au régime sans sucre. Les gens mouraient plus vite. Allez-y. On peut peut-être quand même rajouter qu'en France, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que s'est développée la nutrition et qu'un des premiers grands nutritionnistes, Jean Trémolière, qui a créé la première unité à l'INSERM, la première unité de recherche qui a été créée en France quand l'INSERM a été créé, était une unité de nutrition. Donc ça montre tout de même qu'on commence à se préoccuper. Et Jean Trémolière, et d'ailleurs c'est très intéressant, c'était un médecin, c'était un nutritionniste, c'était un homme extrêmement complet, et il avait déjà cette vision qui dépassait le biologique, puisqu'il disait on ne mange pas que des nutriments, on mange des symboles. Bon, donc c'est quelque chose qui existe. Simplement pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Jean-Michel, quand on dit on mange mieux qu'avant, ça dépend où on met le avant. Si on regarde, oui, par rapport au début du XXe siècle, sans aucun doute. Depuis
quand même, à 20 ans, et tu l'as quand même évoqué, c'est vrai que même si on a moins de surpoids, d'obèses, même si on a moins de maladies cardio-métaboliques que les pays anglo-saxons, l'augmentation est extrêmement inquiétante. Donc si on regarde les tendances récentes, et c'est peut-être là que je reviens non plus au nutritionnisme, mais à la nutrition, c'est que les comportements alimentaires ne vont pas dans un sens qui est obligatoirement été les plus favorables à la santé et qui en plus s'éloignaient de nos modèles culturels. Donc, et ce qui est peut-être aussi un des éléments à prendre en considération dans la suite de nos débats, c'est que tout n'est pas de l'information, de l'éducation et de la consommation et de la communication. L'environnement alimentaire, si à la cantine on ne sert pas des aliments de bonne qualité nutritionnelle, il y a peu de chances que les gens s'alimentent bien. Si dans les supermarchés sont mis en avant des produits qui ne sont pas les plus intéressants au niveau qui sont ceux qui stimulent plus l'achat des consommateurs, on n'arrivera pas à faire aussi traduire la connaissance en réalisation. Donc, il faut prendre en considération pas seulement l'individu, mais également l'environnement. Et c'est là où les choses sont inquiétantes, c'est que notre environnement alimentaire ou l'environnement d'activité physique, l'environnement physique, ne va pas obligatoirement depuis quelques années dans le sens le plus favorable. Donc vous avez fait un rapport et vous aviez quelques préconisations juste pour justement prévenir les consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? C'est-à-dire, ce rapport visait à redonner, c'est une demande à la ministre de la Santé, de fournir des éléments qui permettent de relancer la politique nutritionnelle de santé publique dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Et ce rapport, en fin de compte, fait le constat qui a été évoqué par Jean-Michel il y a quelques minutes, c'est qu'on a progressé sur un certain nombre de points sur le plan de l'état nutritionnel de notre population, sur les consommations alimentaires. On mange moins de sel, un peu plus de fruits. Le surpoids et l'obésité de l'enfant ont tendance à se stabiliser. Mais il y a des inégalités sociales de santé qui sont majeures. La fracture alimentaire et la fracture nutritionnelle se sont creusées, ce qui veut dire qu'il ne faut plus simplement agir sur la communication. Je reprends juste l'exemple que je mettais dans mon rapport des fruits et légumes. 90% de la population sait le catéchisme nutritionnel est capable de réciter au moins 5 fruits et légumes par jour. 45% de la population en général mange 5 fruits et légumes par jour. Mais si vous regardez les populations précaires, ils ne sont que 6%. Et ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas, c'est que l'accessibilité économique, c'est la qualité nutritionnelle des aliments, c'est l'environnement, la pression marketing, c'est-à-dire tout ce qui nous environne, joue sur nos comportements alimentaires et touche particulièrement les populations les plus défavorisées. Donc c'est une alerte sociale, vous le sociologue ? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Alors d'abord, pour répondre à la question que vous posiez à Jean-Michel tout à l'heure sur les différences entre États-Unis et France et les origines, évidemment, elles sont plurielles, mais on a aussi des travaux qui vont pointer, on est dans le culturel, et dans le rapport à l'alimentation, la manière dont ça s'est construit, les univers religieux, par exemple, sont une des explications possibles sur les différences, où justement le rapport de ces populations plus protestantes à l'alimentation n'est pas exactement le même, et c'est un des facteurs qui va aider à comprendre ces rapports à l'alimentation qui, au fil des siècles, sont différents. Alors sur ce qui vient d'être dit, effectivement, on parle par exemple, on disait tout à l'heure, les Français mangent mieux, ou il faut en discuter. Pour nous sociologues, ces questions, c'est des questions de normes. Et il ne faut pas oublier que ces normes aussi, elles évoluent. Par exemple, aujourd'hui, on considère comme obèses des personnes qu'autrefois, on percevait pas comme obèse, c'est-à-dire que le seuil à partir duquel on est considéré comme obèse, il a décru en quelque sorte. Effectivement, on avait des descriptions d'obèses chez Hippocrate dans l'Antiquité, mais ce n'est pas forcément les mêmes dont on parle. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a ces questions de normes aussi qui changent et qui varient d'une culture à l'autre et d'une époque à l'autre. Pour répondre précisément à la question, effectivement, je pense que ce qui est important en France, ce n'est pas tant des questions de niveau, et on a eu beaucoup de politiques publiques qui s'intéressaient à l'évolution de telle ou telle pathologie en moyenne, et on voit bien qu'aujourd'hui, la France est à des niveaux moins défavorables que beaucoup d'autres pays. En revanche, ce qui va compter, c'est ce qui est derrière la moyenne. C'est les grandes variations, les écarts et les inégalités. Et effectivement, quand on dit aujourd'hui l'obésité, elle est relativement stable, ou par moments, à certains âges, elle baisse significativement, cette baisse, elle cache en fait des endroits, des régions, le nord et l'est par exemple, où ça continue à augmenter, et des milieux sociaux où ça augmente fortement. Et c'est un des vrais enjeux. Sachant qu'il ne s'agit évidemment pas de pointer ces populations, mais de réfléchir à ce qui fait que dans leurs univers de valeurs, pour des questions de ressources, ces questions nutritionnelles, elles vont passer après. Par exemple, on observe qu'une mère de famille qui a un budget limité, elle va faire le choix
d'acheter la barre chocolatée pour son enfant parce que c'est une dimension dans laquelle elle peut faire plaisir facilement à son enfant et que les univers nutritionnels, ils semblent plus lointains. Donc il y a des tas de choses comme ça qui vont nous aider à comprendre les mécanismes qui font qu'on va se comporter différemment et que parfois on va pas privilégier le comportement le plus nutritionnellement favorable. Mais vous parliez du Nord, il y avait eu l'expérience Fleur-Belle-Avanti. Vous êtes en train de dire que finalement il n'en reste rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un système mis en place après cette expérience dans 2 villages, Fleur-Belle-Avanti, où il y a eu toute l'étude. Jean-Michel, vous aviez suivi cette... Oui, moi j'ai été impliqué de façon un peu distante, c'était surtout Jean-Michel Boris qui a pris en charge. Non, ça s'est étendu. Alors après, il y a eu VIF et EPOD qui sont en fait un peu les deux descendants de Fleur-Belle-Avanti, Ville Santé, qui sont des petites villes tout près de chez moi d'ailleurs. C'est pas des villages. Pardon. Non, mais voilà. Mais l'intérêt, c'était que les enfants finalement étaient prescripteurs auprès des parents. Oui, alors il y avait quelque chose c'était quelque chose de très intelligent, de très bien, où il y a eu une espèce de réseau interactif entre les parents qui étaient formés, les enseignants qui étaient formés, les pharmaciens, les médecins, etc., pour concourir à ce qu'il y ait une espèce de climat favorable à l'alimentation dans des villes qui sont un petit peu différentes de Fleur-Belle-Avanti, dont l'une des deux est vraiment très pauvre. Hein, parce qu'il faut rappeler que les inégalités sociales, c'est vraiment un problème très important. Vous avez entendu comme moi, et je ne vais pas déformer, je crois, devant Thibault, les statistiques de l'INSEE de la semaine dernière. Dans le Nord, un Français sur 5 gagne moins de 950 € par mois. Hein. Et donc après, on dit, tiens, mais comment ça se fait, le Nord, lanterne rouge. Attendez, il ne faut pas chercher plus loin. Personnellement, je pense que, comme le disait très bien Thibault, il y a des comportements induits par la pauvreté. Luttons contre la pauvreté, ne luttons pas contre les pauvres. Attention. Hein, et vraiment, je crois que c'est ça l'enjeu. Il ne faut pas se voiler la face. Le vrai problème, c'est la pauvreté. L'éducation, bien sûr, mais la pauvreté avant tout. Et donc, sur Fleur-Belle-Avanti, il y a eu des changements très significatifs. Malheureusement, Fleur-Belle-Avanti est une très bonne action. Elle n'a pas été menée dans un esprit suffisamment scientifique. C'est pas une critique. Hein. Il n'y a pas eu de vrai groupe contrôle. Il n'y a pas eu de vraie ville contrôle. Ils ont simplement comparé à ce qui se faisait, ce qui était observé par ailleurs en France en même moment. Et donc c'est une méthodologie qui est très insuffisante. Mais globalement, ils ont vu une stabilité de la croissance de l'obésité, alors que dans les autres villes de la région, ça n'était pas le cas. Donc c'est bien. Ça perdure sous d'autres formes. Non, c'est bien. Ça montre que quand tout le monde s'y met, on peut aboutir à des choses positives. Alors, ils ont insisté beaucoup sur l'activité physique. Moi, je crois que c'est un élément absolument clé. J'ai envie de dire parfois, la nutrition, c'est 50% activité physique, 50% nutrition et 50% psychologie. Donc, ça fait 150, ça ne marche pas. Hein. Mais en réalité, si on faisait 100%, je pense qu'on bascule plus du côté, plus de 50 pour l'équilibre entre alimentation et activité physique en faveur de l'activité physique. C'est vraiment un élément clé. Et là, franchement, les comportements n'évoluent pas. Hein. Il n'y a qu'à prendre l'escalier ou l'escalier roulant à Paris. Je fais l'expérience tout le temps, mais tout le temps. Non seulement les gens, excusez-moi, hein, je ne suis pas très gentil, ne prennent pas les escaliers, mais ils prennent les escaliers roulants sans bouger. Sans bouger, oui. Voilà. Donc il faut bouger. Mais c'est 95% des gens. Mais ce n'est pas une critique, c'est simplement comment est-ce qu'on peut réussir. On a organisé un colloque à l'Assemblée nationale avant-hier. Le thème, c'était les leviers du changement. Comment est-ce qu'on peut réussir à ce qu'il y ait une perception intuitive, un état d'esprit sur l'activité physique. Parce que le problème, c'est que, quelque part, c'est quand même antinaturel de faire un effort. Hein. Naturellement, l'homme cherche à en faire toujours le moins possible. C'est relativement naturel. Mais comment est-ce qu'on peut... Alors, il y en a qui arrivent. Et pourquoi ils y arrivent ? Donc, je me pose des questions. En fait, je n'ai pas de réponse. Alors, donc, on va couper tous les escalators, c'est ça ? On fera une économie d'énergie. C'est une bonne... Non, mais je pense qu'il faudrait faire des tout petits escalators, des très grandes, des très grandes marches, l'escalier très large.
Vous êtes d'accord? Vous avez, au travers de votre étude Suivimax, qu'est-ce que vous pouvez, parce que quand même vous avez énormément de données actuellement. Suivimax, c'est le passé, maintenant c'est Nutrinet. Oui, pardon. Mais vous avez raison, Nutrinet est né de Suivimax. Pardon. Non, mais il y a une filiation. Donc, ce que l'on voit, ça confirme un peu. Nutrinet vise à la fois à comprendre les relations nutrition-santé, donc à cette vision d'essayer de comprendre, d'identifier les facteurs de risque ou de protection liés à la nutrition. C'est pour affiner un peu les recommandations. Mais un des grands volets de Nutrinet, c'est de comprendre les déterminants sociaux, économiques, culturels, les connaissances, les goûts, les aversions, les préférences, etc. Donc, et bien sûr, intègre l'activité physique. D'ailleurs, peut-être on peut rappeler qu'en France, dans le mot, au moins dans la politique nutritionnelle de santé publique, on rappelle que dans l'acception moderne du mot nutrition, on intègre alimentation et activité physique. Ça va faire plaisir à Jean-Michel, mais il le sait déjà. C'est-à-dire qu'on intègre ce qui rentre et ce qui sort. Donc c'est très clair qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération l'activité physique. Mais de la même façon qu'il parlait des escalators tout à l'heure, c'est vrai que si on veut faire de l'activité physique, d'abord, et c'est peut-être ça aujourd'hui les nouvelles recommandations, on est plus dans la vie quotidienne, dire aux gens qu'il faut faire du sport. Beaucoup de gens nous disent, moi le soir je suis fatigué, la salle de sport c'est cher, c'est loin, etc. Donc on explique qu'on peut faire, alors pas totalement sans effort, mais pas obligatoirement avec un effort net, de l'activité physique dans la vie quotidienne. On peut descendre une station de métro ou de bus plus tôt ou plus tard, monter les escaliers. Encore faut-il que les escaliers soient sympathiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle du rôle de l'environnement, s'il n'y a pas de trottoir pour marcher, s'il n'y a pas de piste cyclable pour faire du vélo, si les escaliers sont dans des espèces de cages extrêmement sombres, ténébreuses et peu engageantes, il y a peu de gens il y a peu de personnes qui les prendront. Donc, il faut qu'on agisse toujours sur l'information, l'éducation, faire de la communication pour faire passer ce message auprès de la population, mais il faut que l'environnement soit adapté. Et donc, ça n'est pas que redevable de l'individu, mais c'est redevable de notre société. Vous pouvez préciser quand même le cadre de Nutrinex, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Si vous ne connaissez pas encore Nutrinet, et que si vous avez envie, vous pouvez d'ailleurs le vivre de l'intérieur en devenant nutrinaute, puisque Nutrinet, c'est une étude qui vise à recruter des volontaires, des citoyens, qui, par Internet, vont répondre à des questionnaires. C'est quelques clics chaque mois, à la fois sur l'alimentation, mais où je fais mes courses, est-ce que je mange plutôt bio, est-ce que j'ai des préférences, est-ce que j'ai des aversions. Il y a des questionnaires chaque mois, ça prend une vingtaine de minutes, et ça permet de créer une base de données gigantesque qui va permettre ensuite aux chercheurs, pas seulement mon équipe, mais l'ensemble de la communauté scientifique, de pouvoir mieux comprendre les déterminants des comportements et de l'état nutritionnel, afin justement de voir en effet les freins, comme ça a été rappelé, et les leviers d'action possibles. Donc c'est une étude parmi d'autres qui vise à enrichir les éléments pour mettre en place des politiques nutritionnelles de santé publique. Et si vous me permettez une page de publicité, il y a 267 000 personnes qui participent déjà à cette étude, on en voudrait 500 000. Et en regardant sur Google Nutrinet, où vous trouverez l'adresse du site, on peut s'inscrire. Et d'ailleurs, ça vous permet de voir de l'intérieur une étude, mais c'est aussi un geste citoyen. Et vous pouvez, chacun d'entre vous et chacun d'entre nous, devenir un acteur de la recherche, un acteur de la santé, et puis permettre que dans 1 an, 2 ans, on puisse débattre avec de nouveaux résultats. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à la taille des escaliers, au contexte de l'escalier? Vous travaillez dans l'ameublement? Non, mais effectivement, je pense que le rôle des pouvoirs publics, parce qu'il faut aussi se défausser sur autrui, non, c'est une blague, chacun est acteur de sa santé, c'est évident, mais les conditions offertes, proposées, aménagées par les pouvoirs publics, c'est leur devoir. Et en particulier, pour l'activité physique, c'est absolument essentiel qu'on on aménage des pistes cyclables, des trottoirs, etc. Quand j'avais été à Los Angeles il y a quelques années, je voulais faire comme ici, venir de l'hôtel au palais de congrès à pied. Ici, j'ai pu le faire, c'est pratique. Hein, et à Los Angeles, je suis parti à pied. Et je ne suis jamais arrivé. Impossible, impossible. Il n'y a pas de trottoir, je ne les trouvais pas. Non, mais je ne les trouvais pas. Et surtout, si vous marchez, il s'arrête pour dire ça va. Il s'arrête, c'est très dangereux. Enfin bon, c'est un imbroglio d'autoroute. Ça m'avait tout à fait impressionné. Alors ma question peut-être, ou c'est pas une question, mais avant-hier, Martine Duclos nous faisait un petit inventaire de ce qu'elle avait trouvé dans le projet de loi de santé publique sur l'activité physique, et elle déplorait que les mesures en faveur de la promotion de l'activité physique soient insuffisantes. Et je pense que je suis peut-être pas assez bien placé j'ai pas tout lu,
Mais je pense que c'est vraiment dommage parce que c'est un élément essentiel et il faut vraiment la favoriser. Alors, je ne voudrais pas qu'on tourne autour de l'activité physique uniquement, puisqu'on on doit parler du nutritionnisme, mais voilà quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Béatrice, vous qui voyagez beaucoup, est-ce que vous voyez le même problème en fait des seuils de pauvreté en lien avec les problèmes de nutrition dans d'autres pays ? C'est complètement lié, effectivement. Et effectivement, je pense que Serge a raison. C'est-à-dire que quand on n'a pas à disposition une alimentation correcte, il n'y a aucune chance pour qu'on en ait une. Il y a une étude intéressante sur les États-Unis qui montre que dans certaines villes, pour trouver une salade crue, une carotte crue ou un truc comme ça, il faut prendre le bus. Bon, moi, je ne le prendrai pas non plus à leur place. Donc, si la seule alimentation qu'on peut avoir à l'entour de la maison, ce n'est que des fast-foods et des choses, des junk-food, il n'y a aucune raison que je mange équilibré. Aucune. Oui, c'est vrai qu'il y a des marchés ambulants qui ont été créés justement pour lutter contre l'obésité aux États-Unis, puisque certaines régions n'avaient pas de produits frais. Les gens ne pouvaient aller s'alimenter que dans la station-service, acheter des produits. T'es d'accord, Alex, ou pas ? Bon, ça va, parce qu'on a un Américain ici. Mais ça, c'est l'Américain, évidemment. En France, ce n'est pas exactement le même schéma, puisque je pense qu'en France, on peut avoir... Non ? Alors, vous avez raison, ce n'est pas exactement le même schéma d'une façon générale, mais là encore, il y a des inégalités sociales de santé. Moi, je travaille dans le 93, je passe tous les matins, je traverse une partie de la Seine-Saint-Denis, des cités. Je suis toujours sidéré de voir, il y a une place qui s'appelle la place du marché, je n'ai jamais vu un marché, et pour aller s'alimenter, il faut aller au grand carrefour de Drancy, ou si on veut manger dans une structure de restauration, il n'y a que des structures de restauration rapide. Donc, il y a en effet d'une façon générale une accessibilité meilleure en France, je pense qu'aux États-Unis d'une façon générale, mais là encore, pas pour les populations les plus défavorisées, parce que là, on n'a pas une proximité et une accessibilité facile à des aliments de bonne qualité. Tout ça, c'est une des propositions également de mon rapport, c'est de mettre des marchés là où il n'y en a pas, ou de mettre des chaînes de supermarchés avec une vision un peu plus éthique et nutritionnelle qui fassent une offre qui soit diversifiée, pas seulement uniquement limitée à des produits qui sont les moins intéressants sur le plan nutritionnel. Et après, je pense que puisqu'on parle d'américanisme, justement, moi, ce que je reproche un petit peu aux Américains, c'est de nous avoir importé des aliments dont on ne peut pas, enfin, en tout cas, vous et moi, comme ça, à l'œil, on ne peut pas se rendre compte à quel point ils sont denses d'un point de vue énergétique. Donc, je vais prendre un exemple tout bête de ce qu'on appelle vulgairement les Big Mac, les Big Machins, là, hein. Eh bien, le Big Machin, il a 2 fois plus de calories qu'un plat qu'on pourrait manger, nous, facilement à midi, par exemple, un steak avec des pommes de terre, pas des frites, hein, mais des pommes de terre, eh bien, il y a exactement 2 fois plus de calories. Or, il n'est pas 2 fois plus volumineux du tout, au contraire. Donc, avec une petite chose, vous avez beaucoup de calories, et des calories que vous ne pouvez pas soupçonner, vous, Français, avec les habitudes qu'on a. Ce qui fait que quand vous allez pour vous procurer l'aliment en question, vous avez faim, donc ventre creux n'a pas d'oreille, n'est-ce pas ? Ou je sais pas, ou il n'a pas de cerveau en tout cas. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, non seulement on va acheter le Big Machin, mais on va aussi acheter un petit truc à côté, un petit dessert, une petite boisson sucrée, etc. Au total, vous allez vous en tirer pour 1000 et quelques calories, c'est-à-dire pour quelqu'un qui ne fait pas grand-chose de ses muscles, c'est à peu près la moitié de votre journée. Donc vous allez manger dans un repas qui va vous sembler en plus ridiculement léger, parce que probablement que vous n'allez pas tenir, entre guillemets, jusqu'au dîner, plus de la moitié de vos calories. Et ça, vous le faites, je le fais, sans même s'en rendre compte. Donc c'est le danger de l'américanisme, pour moi, il est là. Mais là, il y a ces règles d'étiquetage qui arrivent à partir du 13 décembre, vous savez, sur les allergènes. Bientôt, il va y avoir toute la composition des menus dans les restaurants. Monsieur Cagnat, vous êtes déjà prêt pour afficher tout dans votre restaurant, hein ? Oui, très compliqué. Et donc tout ça, ça va résoudre tout ça. Enfin, on va avoir toutes les informations. Les chaînes de fast-food, en tout cas celles dont je parle, c'est étiqueté. Mais le problème, c'est que l'étiquetage est tellement décourageant à voir que moi-même, je ne le regarde pas. Alors que je suis fanat de nutrition quand même. Et ça veut dire que je pense aussi que les consommateurs éventuellement vont le regarder une fois qu'ils auront fini de manger en disant tiens, la prochaine fois je prendrai plutôt des carottes bouillies. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles règles d'étiquetage, puisque quand même il y a des sondages qui prouvent que les Français ne sont pas très intéressés
par la nutrition, l'équilibre alimentaire, et qu'en premier lieu, c'est le plaisir à table. Donc, ils vont avoir de l'information, mais ils ne vont pas le lire. En fait, c'est quand même un peu équivoque. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que la notion quand même de nutrition santé monte, parce que dans les sondages, elle commence à devenir une valeur prise en compte par un nombre important de consommateurs. Alors, est-ce que l'étiquetage tel qu'il est proposé au niveau européen est une réponse à un intérêt de santé publique? Non, pas du tout. Ce n'est pas inutile, ça responsabilise le producteur, donc c'est important que ça existe. Ça peut être utile à des malades qui auront besoin de savoir s'il y a du sodium parce qu'ils ont un régime exceptionnellement pauvre en sel à suivre, mais ça n'est pas du tout quelque chose qui est utilisé. D'abord, c'est en face arrière des emballages, on le sait tous, souvent illisible et très souvent incompréhensible. Nous, dans nos enquêtes, on voit quand on demande aux participants de nos études est-ce qu'il vaut mieux manger des lipides saturés ou insaturés, les gens répondent saturés, ça doit être mieux parce que c'est complet. Bon. Donc on voit très bien que ça ne répond pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui est discuté avec beaucoup parfois de passion et des discussions parfois extrêmement vives, le fait que si on veut avoir de la transparence sur la qualité des aliments, il faut cette fois traduire en quelque sorte ces données incompréhensibles sous forme d'un système d'information qui soit mis en face avant des emballages et qui soit simple. Donc on propose une échelle de couleurs qui permettent de pouvoir comparer les produits entre eux. L'idée n'est pas, au travers de couleurs, de dire qu'il faut manger cet aliment vert en permanence ou cet aliment rouge, il ne faut pas en manger, mais pouvoir dire on compare les produits entre eux, ce qui veut dire que si je veux une pizza au fromage, et j'ai le droit d'avoir envie de manger une pizza au fromage, eh bien, il y a des marques de pizza au fromage qui sont rouges, il y en a d'autres qui sont roses, il y en a d'autres qui vont être oranges, d'autres qui vont être jaunes et d'autres qui vont être vertes. Et donc d'offrir aux consommateurs la capacité d'avoir l'expression de ce qu'il y a dans l'étiquette nutritionnelle. Donc une prédigestion de l'étiquette. Si on peut dire, quand on parle de nutrition. Mais c'est ce que vous avez proposé et finalement, les gens ne sont pas d'accord. Carrefour a lancé aussi quelque chose quand même de son côté. Alors, Carrefour a repris la bonne idée de dire qu'il faut faire de la transparence, mais l'a traduit sous une forme justement qui est celle qu'on ne veut pas sur le plan des nutritionnistes, qui ne font pas du nutritionnisme. C'est-à-dire que c'est un logo qui était prescriptif, qui disait ce produit une fois par jour, ce produit 2 fois par jour, ce produit 3 fois par jour. Ce qui aboutissait à l'absurdité qu'une pizza au fromage, par exemple, et j'ai rien contre les pizzas au fromage, était étiquetée 1 fois par jour, les desserts à la stracciatella 2 fois par jour. Et donc le danger est d'être dans la prescription. Donc l'idée, c'est le système coloriel n'est pas là pour dire il ne faut pas manger cet aliment, il faut manger celui-ci. C'est de dire vous pouvez comparer quand vous êtes devant les céréales petit déjeuner. Je rappelle qu'en France, on a 425 types de céréales petit déjeuner mis sur le marché. Eh bien, avec un simple coup d'œil, je peux voir que celle-ci, globalement, elle est de meilleure qualité que celle-là. J'ai le droit de choisir celle qui est rouge parce que ça me fait plaisir, je suis attaché à la marque ou telle autre raison, mais je sais qu'il y a des alternatives et je peux éventuellement intégrer, si je le souhaite, cette dimension nutritionnelle. Bon, il y a 2 personnes qui souhaitent réagir. Alors, voilà, effectivement, il y a plusieurs choses qui sont importantes dans cette question-là. Déjà, il faut avoir en tête qu'on n'est pas simplement dans une lecture, une terme d'équation, ce qu'on va ingérer, alimentation et puis activité physique. La question est beaucoup plus vaste, il y a des enjeux de représentation extrêmement importants, et justement, quand on va se poser des questions en termes d'inégalité sociale dont on parlait tout à l'heure. Et on sait notamment qu'on a un certain nombre de politiques publiques. Un des risques, quand on crée des politiques publiques non ciblées, c'est que nos messages de prévention, par exemple, soient mieux compris en haut, parmi les populations les plus aisées que les moins aisées, et qu'on améliore en moyenne la situation de tout le monde, mais qu'on l'améliore plus en haut et qu'on puisse accroître les inégalités. Donc c'est aussi une question qu'il faut avoir en tête quand on parle de ces politiques-là. Donc on voit qu'il y a différents types de politiques qui sont nécessaires à différents endroits pour répondre à l'ensemble de la question. Et puis, comme je le disais, on voit bien que les représentations sont différentes et justement ces valeurs nutritionnelles, elles sont plus ou moins importantes selon là où on va se situer dans la population, selon l'univers dans lequel on évolue. Et par exemple, dans des milieux défavorisés, on a pas mal d'études qualitatives qui nous montrent que ce qui est important pour une mère, c'est de suivre la croissance de son enfant, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit robuste, et que ces questions de nutrition aujourd'hui, elles apparaissent bien secondaires. On a des enjeux qui sont des enjeux de projection dans le futur ou d'arbitrage futur-présent en économie ou en sociologie, qui montrent que là aussi c'est très différent selon là où on va se situer dans la population.
plus ou moins aisés, et que ça va permettre de comprendre des comportements là aussi très différents. Parce que j'ai des ressources limitées, je suis plutôt dans le présent, et du coup, je vais penser le rapport entre alimentation et santé plutôt à court terme, en termes curatifs. Je vais privilégier, c'est pas grave si dans 20 ans, enfin, ça m'apparaît moins important que des plaisirs quotidiens. Et donc, on voit bien qu'on est sur des choses qui sont très complexes et qu'il faut de toute façon une multitude d'actions à différents endroits pour réussir à essayer de bouger un petit peu les choses. Et il ne faut pas perdre de vue que, effectivement, alimentation, activité physique, c'est important, mais on ne peut pas se limiter à ça, parce qu'on a des représentations qui font que parfois nos messages sont compris à l'inverse. Et on sait bien, les messages en dessous des publicités, on avait des études qualitatives qui montraient que sur une barre de céréales pour la santé de votre enfant, donnez-lui à manger équilibré, on pouvait comprendre, il faut que je donne cette barre de céréales, il faut que mon enfant il se fortifie, et on avait l'effet inverse de ce qu'on cherchait à avoir. Et donc, ça montre bien que c'est plus complexe et que parfois, avec une bonne volonté, on peut arriver à des effets pervers qu'il faut prendre en compte dans nos politiques aussi. Vous vouliez réagir ? Oui, je suis d'accord sur beaucoup de choses qui ont été dites, mais juste quand même pour les messages sanitaires. En effet, le risque qu'il y avait était ce côté un peu schizophrène qui est de dire comment déconnecter le message que le législateur a proposé. Ça n'est même pas les nutritionnistes de santé publique, c'est des législateurs. On a observé ce que vous dites, Thibault, au départ, c'est-à-dire qu'en effet, il y avait parfois une sensation d'une complicité entre le message et le produit. Bon. Maintenant, avec le recul, et on a énormément de travaux, et pas d'ailleurs uniquement du secteur public, puisque des organisations professionnelles l'ont fait, qui montrent que ces messages maintenant sont bien compris. C'est-à-dire que la répétition tellement importante des messages, alors il faut qu'on les change parce que ça devient extrêmement lassant, fait qu'avec tellement de supports, que cette déconnexion existe réellement et qu'il y a très très peu de gens, et surtout encore beaucoup moins d'enfants, qui fassent le lien entre le support et le message. Ce qui ne veut pas dire que ce soit un très bon système, mais ça veut dire qu'en effet, il faut être en effet extrêmement prudent. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, ce qui a été proposé, ce n'est pas tellement de corriger par des messages ce qui est éventuellement sur les publicités, mais de dire il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il est justifié, notamment dans les émissions télévisuelles destinées aux enfants, qu'il y ait de la publicité pour des aliments dont la qualité nutritionnelle n'est pas optimale. C'est-à-dire, l'idée n'est pas d'interdire ces aliments, mais de ne pas en faire une promotion, et notamment aux enfants qui sont particulièrement vulnérables, et aux enfants et aux populations défavorisées, et particulièrement aux enfants défavorisés, qui sont encore plus sensibles à ces pressions de marketing. Jean-Michel, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, c'est vrai que sur l'étiquetage nutritionnel, c'est une question complexe et on ne peut pas se priver aujourd'hui de donner l'information au consommateur et je pense qu'il faut qu'elle soit complète. Moi, j'avoue avoir exprimé des réticences sur l'étiquetage nutritionnel par le code couleur. Elles ne sont peut-être pas justifiées, mais les voilà en quelque sorte. Est-ce qu'il est opportun de marquer, j'allais dire au fer rouge, certains aliments qui font partie de notre univers nutritionnel naturel? Je penserais par exemple aux charcuteries qui sont des aliments normaux et qui ne posent aucun problème dès lors qu'ils sont consommés de façon modérée et dans une alimentation qui est variée. Je crains un peu que, à travers cette stigmatisation des aliments, on finisse par peut-être stigmatiser les comportements, stigmatiser les gens. Alors bien sûr, on peut aussi imaginer qu'il y aura un effet positif. Et il y a quand même des aliments qui, effectivement, manquent d'intérêt dès lors qu'ils sont consommés de façon excessive. Je pense en particulier aux boissons sucrées, il faut le reconnaître. Et je pense qu'il faut vraiment agir pour limiter leur consommation, qui reste encore modeste en France, mais qui, dans certaines classes sociales, est très importante. Mais bon, je suis un petit peu dubitatif et j'ai un peu de crainte que, quelque part, on perde justement cette relation naturelle avec l'aliment, et deuxièmement, que ce qui compte, c'est pas forcément de manger un aliment rouge ou pas rouge, ou vert ou pas vert, c'est est-ce que j'en mange beaucoup et est-ce que j'en mange souvent et est-ce que mon alimentation à côté est variée. Et je pense que, bien sûr, il faut sans doute informer de façon factuelle, mais quelque part, est-ce que les messages de variété sont suffisamment communiqués? Et je crois qu'ils ne le sont pas. Les gens, on n'en parle pas assez, ils ne savent pas vraiment ce que c'est que la variété alimentaire, et c'est quand même un élément très important. Le message de modération est très important aussi, et Béatrice parlait à juste titre il y a un instant de la taille des portions. La taille des portions, c'est quelque chose de très important. Il y a deux choses dans la taille des portions. Il y a combien on me donne à manger,
Et il y a deuxièmement, est-ce que je vais tout manger? Effectivement, quand la taille des portions est plus grande, je vais plus manger. Mais on peut aussi essayer de travailler sur l'adaptation de nos apports à nos vrais besoins. Ça, c'est quelque chose qui me semble important, mais dans une relation positive avec l'alimentation. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers une culpabilité de soi-même ou du voisin qui aura mangé une culpabilité à cette l'anglo-saxonne? Hein? Une culpabilité à l'anglo-saxonne? Pourquoi pas? Celui qui aura mangé cette charcuterie qui est rouge, tu vois pas, tu manges la charcuterie rouge. Alors voilà, c'est pas, non mais c'est un peu caricatural. Hein. Je pose des questions. Je pose des questions. Il y avait une petite parenthèse. Il y avait, vous savez, une commission américaine qui est venue visiter les cantines scolaires. Oui. Et le maire de New York ou Chicago, je sais plus, a dit ah mais les enfants n'ont pas de soda. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui l'avait marqué, parce qu'en fait, il y a des boissons sucrées en permanence aux États-Unis. Bien sûr. Ce qui est un gros problème. Mais là, je mettrais un rouge, je mettrais une étiquette Oui, non, rouge. mais bon, les boissons sucrées, c'est vraiment l'aliment un peu particulier. C'est un néo-aliment d'abord. C'est un aliment qui n'existait pas autrefois. Hein. C'est un aliment nouveau. Hein. Alors que la charcuterie, par exemple, mais on pourrait parler du beurre, on pourrait parler du fromage, des aliments qui ont toujours existé, font partie de notre univers. Et donc, je rajouterais encore une chose, c'est que, bon, c'est vrai qu'il faut sûrement quelque chose pour informer, mais la science nutritionnelle est complexe et évolue. Et on voit par exemple que la notion de graisse saturée, de danger lié aux graisses saturées a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on pense que vraisemblablement les graisses saturées ne sont pas négatives, sauf en excès, c'est évident. Hein, que d'autre part, il y a des différences d'effets selon le type d'aliment. Par exemple, les fromages et les produits laitiers ont un effet bénéfique sur le risque cardiovasculaire et métabolique, ce qui n'est pas le cas des viandes, par exemple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les aliments, c'est vraiment le thème du sujet, ne peuvent pas être résumés à leurs nutriments, y compris sur le plan nutritionnel. Il y a des interactions et des synergies, il y a l'effet matrice. Et donc, soyons un petit peu prudents, peut-être. Alors, bien sûr, il y a peut-être des priorités, c'est ce que Serge va dire, j'imagine. Mais soyons peut-être un petit peu prudents parce que demain, on aura classé les aliments, alors sur des index qui sont complexes. Hein, je connais le sein et le lime qui a été fait par notre ami Nicole, et dont vous vous êtes fort inspiré. Mais voilà, est-ce que c'est juste? Là, il y avait une phrase que je n'ai pas compris. Hein. Je ne sais pas si vous avez Le suivi. sein et le lime, c'est un indicateur de qualité des aliments. D'accord. Alors, je terminerai, c'est un petit peu long, excusez-moi, mais par exemple, je reprends le thème de la charcuterie parce que c'est toujours un aliment qui est stigmatisé. Hein. Actuellement, la consommation moyenne en France est de 35 grammes. Hein. Avec les discours qu'on pourrait avoir, alors je pense que ce n'est pas le but bien sûr de l'étiquetage, mais enfin qu'on pourrait avoir, que va-t-il se passer? Les gens qui en consomment peu vont manger moins. Et les gros consommateurs ont fait quoi? Parce que c'est eux qui posent problème. C'est eux qui posent problème. 35 grammes, c'est juste le niveau qui n'est pas incompatible avec une bonne santé. À partir de 50, ça pose des problèmes. On est d'accord. Béatrice? Mais moi, j'ai trop de choses à dire là. Et comme je sais que Serge voudrait aussi. Alors Serge, peut-être avant. Alors, puis non, on mais revient. excusez-moi. Juste, ce que j'entends là, c'est qu'en réalité, c'est pas la nutrition qui pose problème, c'est vraiment l'information par rapport aux aliments et la composition des aliments elles-mêmes. Parce qu'en réalité, on a parlé du beurre, on a parlé du vin, du pain, du fromage, etc. Je pense que ça ne pose pas de problème parce que ce sont des aliments qui n'ont pas bougé durant toutes ces années. Or, qui est-ce qui a fait votre éducation nutritionnelle? C'est bien votre maman, votre papa ou votre grand-mère, je ne sais. En tout cas, c'est dans un cadre familial et c'est à ce moment-là qu'on vous a appris des choses. On vous a appris, d'abord, va te laver les mains et ensuite, tu manges correctement et tu manges ta soupe, et tu manges, etc. Et à un moment donné, eh bien, il faut que les gens ne suivent plus les recommandations qu'ils ont eues quand ils étaient petits. La maman, elle a dit « finis au moins ta viande », alors qu'aujourd'hui, il faudrait qu'elle dise « finis au moins tes légumes ». Donc aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, probablement, le petit doit ne plus suivre les conseils qu'il a eus. En plus, ce que vous avez eu comme information, alors ça dépend de l'âge du capitaine, mais globalement, eh bien, à l'époque, votre maman, il y a 50% des produits qui existent en magasin aujourd'hui, voire 80% pour les plus anciens, n'existaient pas. Donc elle n'a pas pu vous dire comment manger une pizza, comment on mangeait, etc. etc. C'est-à-dire que le mode d'emploi nutritionnel des aliments qui sont à disposition aujourd'hui, vous ne le connaissez pas. Et vous ne pouvez pas le connaître, c'est-à-dire que une pizza, voilà. Alors une pizza, c'est bête. Les céréales le matin. Les croquettes le matin, voilà. Ouais, oui, Qu'est-ce qu'il faut mieux manger, hein? Vous mangez des croquettes?
excusez-moi, mais reprenons l'exemple de la pizza, parce que je crois que c'est très, très intéressant. La pizza, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel magasin, vous allez en trouver de la fraîche emballée, donc vraiment industrielle, et puis de la surgelée. Comment vous allez faire? C'est la tête de la pizza qui va vous dire j'en veux pas. Donc vous allez en prendre une parce qu'elle a une bonne tête. Eh bien, nous, on a fait l'autopsie de ces pizzas et on s'est rendu compte qu'il y en avait qui apportaient 120 calories la part, quand d'autres en apportaient 3 à 4 fois plus. Mais ça ne se voit pas. Alors évidemment, quand vous voyez un morceau de chorizo, quand vous voyez que la pâte fait splouch-plouch, vous pouvez vous en douter, mais voilà. Alors, ce n'est pas une question de calories au total. Après, c'est une question, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Donc, est-ce que la pâte, elle est faite, c'est de la pâte à pain, ou est-ce que c'est de la pâte avec de la graisse de palme, ou est-ce qu'il y a du sucre dedans, ou est-ce que... Tout ça, ça peut exister. Alors, la seule façon de le savoir, c'est de lire la liste des ingrédients. Qui le fait? En France, personne ne le fait. Ça va être réglé par les imprimantes 3D. Tu sais, ils vont faire des imprimantes à pizza pour la NASA. Donc, on va mettre finalement les ingrédients de base. Voilà. Donc, ça va être extraordinaire, ça, la nutrition. L'intérêt, moi, de ce que j'ai compris aussi, c'est que, premièrement, il faudrait dire aux gens, lisez les étiquettes avant d'acheter. Mais ça fait à peu près 20 ans qu'on leur dit qu'ils ne le font pas. Je ne vois pas pourquoi maintenant, subitement, ils le feraient. L'indication des calories qui est portée actuellement ou qui sera obligatoirement portée n'est pas suffisante parce que quand on fait... Enfin, je vais dire... vous n'êtes pas expert en nutrition. Est-ce que vous savez combien vous avez besoin de calories par jour? Non. Moi, j'ai posé la question à des gens. Il y en a qui m'ont dit 100, il y en a qui m'ont dit 10 000. Eh ben, à la fois, c'est ni l'un ni l'autre. Mais bon, vous voyez que c'est quand même très approximatif quand vous devez acheter un produit alimentaire qui, en plus, va être étiqueté pour 100 grammes. Donc, 100 grammes de beurre, ça fait beaucoup de calories, mais vous ne mangez pas 100 grammes de beurre. Donc, tout ça veut dire qu'il faut un mode d'emploi nutritionnel. Et si ce n'est pas votre maman qui vous le dit, il faut à ce moment-là qu'il y ait des relais d'information. Donc, c'est ça qui manque aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Il manque des relais d'information. C'est quand même vous, l'interlocuteur, qui pouvez nous aider par rapport à ça. Je ne sais pas si je peux aider, mais l'idée est quand même, juste pour rassurer quand même, notamment mon collègue Jean-Michel. D'abord, on focalise beaucoup sur l'étiquetage nutritionnel parce que ça a été retenu dans la loi de santé publique. Mais la politique nutritionnelle de santé publique, c'est un ensemble d'actions, de mesures, d'organisations. Aucune action à elle seule est efficace en tant que telle, et l'étiquetage ne le sera pas plus que d'autres. Simplement, c'est un souci de cohérence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on agisse sur de l'information, il faut qu'on agisse sur des niveaux multiples et divers. Et donc, cette mesure, elle n'est pas isolée. Il y a le reste. La communication autour des informations sur les repères de consommation alimentaire existe déjà depuis des années. Elle va se continuer. On va continuer à dire... Le beurre peut être consommé, mais il ne doit pas être consommé en grande quantité. Ça va surprendre personne de voir le beurre rouge. Pour rassurer également quand même Jean-Michel, toutes les charcuteries ne sont pas rouges, tous les fromages ne sont pas rouges. Le système de score nutritionnel est suffisamment intelligent pour discriminer entre les produits les plus gras, sucrés, salés et caloriques, qui auraient en effet tendance à être rouges, et d'autres qui vont s'étaler du jaune au rouge. D'autre part, bien sûr, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait un accompagnement. C'est-à-dire ces logos, s'ils sortent, ne seront pas brutalement mis sur les produits avec du moins bon au meilleur sur le plan de la qualité nutritionnelle. Il y aura des explications. Quand on dit rouge, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être mangé. Simplement, on rappellera que ça va être consommé de façon plutôt occasionnelle ou en petite quantité. C'est-à-dire qu'on réintégrera ces dimensions de portions. Et pour finir sur la stigmatisation et la culpabilisation, souvent on entend ça. Alors ça fait 13 ans que je préside le PNNS, j'ai entendu ça souvent, et c'est normal qu'on se pose la question. Donc, je trouve ça légitime que la question soit posée. Mais on a des réponses, il y a des travaux. Il y a des travaux d'économie expérimentale qui ont testé grandeur nature, des logos coloriels versus d'autres types de logos, d'ailleurs, ou l'absence. Il y a des travaux épidémiologiques. On a beaucoup de travaux qui montrent absolument pas cette notion de stigmatisation et de culpabilisation par les consommateurs, notamment les plus défavorisés, qui montrent la très bonne acceptation de ces systèmes, d'autant plus qu'ils sont simples, intuitifs, compréhensibles. Donc, il y a peu d'arguments en dehors, souvent, de la crainte qu'on peut avoir, et c'est justifié qu'on l'ait, pour mettre en face des travaux scientifiques qui ne retrouvent pas ces notions de culpabilisation et de stigmatisation. Il y a de très nombreux travaux, je peux vous en citer beaucoup, dans des conditions qui soient des conditions d'études soit expérimentales, où on met en situation réelle, c'est ce qu'ont fait nos collègues de l'INRA sur des populations de sujets précaires dans lesquels on les a mis en conditions d'achat, soit qu'on mette les sujets en conditions d'achat. Donc, je pense qu'il faut
être tout à fait conscient de cette problématique. Il faudra d'ailleurs évaluer si le système est mis en place, être sûr qu'en effet on n'a pas eu d'effet délétère, mais on n'a pas un faisceau d'arguments suffisamment fort face quand même aux travaux qui justifient la mise en place de ce système. Mais je rappelle, ce système-là, ce n'est pas ça qui va résoudre nos problèmes nutritionnels. On est très humble et très modeste. C'est un système de transparence qui est un droit des consommateurs et surtout qui a comme finalité, j'insiste bien, et c'est ça qu'il faut retenir, non pas de dire en fonction de la couleur, c'est la fréquence de consommation que je dois avoir, mais plutôt comment je vais pouvoir comparer si je veux manger un produit, si je veux manger une madeleine. Il y a 16 madeleines sur le marché français, et comme l'a dit d'ailleurs très bien Béatrice, la composition nutritionnelle fait qu'ils sont dans 4 catégories de couleurs différentes. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce qu'elles sont toutes marquées Madeleine. Et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples de ce type. D'ailleurs, 60 millions de consommateurs a fait un numéro spécial où il a passé en revue une centaine de produits, a bien montré que dans un produit donné, en fonction des variantes, il y a des différences de qualité nutritionnelle incompréhensibles et qu'on peut simplement s'en rendre compte quand on voit les différences de couleurs. J'entends la salle un peu bouillir, là, il y a un petit peu de bruit. Est-ce qu'il y aurait des questions ? J'entends la salle un peu bouillir, là, il y a un petit peu de bruit. Est-ce qu'il y aurait des questions par hasard ? Parce qu'on pourrait continuer pendant des heures. Madame, juste au milieu. Vous vous appelez Madeleine, c'est ça ? Ah, c'est pas vous. Ah, Bonjour. Jean-Pierre, voilà. Alors moi, je voulais revenir un petit peu sur la question historique parce que ça a été l'objet de mes travaux en thèse. Et du coup, effectivement, si la nutrition, le boom du nutritionnisme, c'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale, moi, j'ai travaillé sur les pionniers donc, du début du XXe siècle. Et effectivement, s'il y a un côté très moralisateur qui vient du courant hygiénisme, de l'hygiénisme au début du XXe siècle, on a quand même des prémices on va dire, de médecins de la nutrition, on ne les appelle pas encore les nutritionnistes, et qui sont en lien avec justement les médecins américains. Et ils prennent effectivement les médecins américains, les nutritionnistes américains comme modèle dans les années 20. Ils se disent, mais ces Américains, ils sont quand même formidables. Ils ont une politique générale de la nutrition qu'on devrait mettre en France. Et même s'ils ne vont pas s'inspirer également sur le même modèle, il y a quand même des institutions qui sont mises en place. Par exemple, la Société scientifique d'hygiène alimentaire, où en fait, ils vont à la fois mettre un cadre de recherche scientifique pour comprendre ce qu'est la nutrition, mais aussi avoir un cadre de tout ce qui est sciences humaines, et donc prendre en compte toutes les pratiques alimentaires. Et ce qui est vraiment une rupture par rapport au modèle américain. Et ça sera mis sur la scène internationale, par exemple, dans la Société des Nations. Et ça sera repris comme modèle. Mais les Américains n'en feront jamais... ils diront effectivement, ah oui, ces Français, ils prennent en compte effectivement les pratiques, les comportements alimentaires, mais finalement, ça sera le modèle américain qui va prédominer, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'était juste un petit complément. L'année prochaine, vous venez là. Hein. Kylian, tu as noté son nom ? Madeleine Proust. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord avec... exactement. Bon. Jean-Pierre, tu avais quelque chose à dire ? Oui, bonjour. Jean-Pierre Corbeau. Je suis très d'accord avec tout ce que Jean-Michel a pu dire. On sait que je suis plus réservé concernant ce que peut dire Serge, mais tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. C'est toujours par rapport à ce qui me paraît quand même du nutritionnisme. Je crois que l'étiquetage, je dirais, ce qui me gêne beaucoup dans ce qui a été dit, même encore ce matin, il y a des oublis, des mots que je voudrais compléter. Bon, la première chose, c'est que ça se joue, comme l'a dit Jean-Michel, sur les populations les plus précaires. On est sur lutter contre la pauvreté, etc. Donc et sans stigmatiser, on n'a pas parlé une seule fois des préférences alimentaires. Or, on sait que justement, les matrices culturelles, les matrices alimentaires de ces populations précaires, soit par des phénomènes migratoires, de revanche sociale quand ils arrivent, soit pour des histoires
pour le coup générationnel à plusieurs générations, c'est des personnes qui vont privilégier un certain nombre de choses qu'on a décrétées mauvaises sur le plan nutritionnel à l'heure actuelle. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, je dis pas que c'est faux. Je dis simplement qu'il faut respecter les identités des personnes sur lesquelles on va agir. Et qu'à partir du moment où on a une politique nutritionnelle qui s'adresse d'une façon globale à une population, on sait qu'on crée des effets pervers. Bon, on le sait. C'est-à-dire que non seulement les gens qui n'ont pas besoin de maigrir vont rentrer encore plus dans le déni et vont, dans des catégories hyper privilégiées, se soupçonner, suspecter, avoir peur d'un empoisonnement, alors qu'effectivement, ils risquent strictement rien. Et ceux qui doivent entendre n'entendent pas. Si vous suivez, je ne citerai aucune enseigne, mais quand on suit les personnes qui chargent les caddies le samedi matin ou le vendredi dans certaines enseignes particulières, et dans certains quartiers, et à Londres par exemple, je l'ai fait aussi il n'y a pas très longtemps, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des habitudes d'achat, c'est-à-dire que finalement le rouge ou le vert, ils s'en foutent totalement. Ils sont sur la marque et le prix, point. Bon, et que, à la limite, si vous ne faites pas... Alors, moi, je veux modifier les comportements alimentaires. Mais si on veut qu'on modifie les comportements alimentaires dans la précarité, il me semble important d'être sur le terrain et d'évoquer le deuxième chose qui n'a pas été évoquée ce matin à la table ronde, et c'est pourquoi je me permets d'intervenir, ce qui est l'acte culinaire. L'acte culinaire, c'est important. C'est-à-dire que plutôt que de dire aux gens, voilà ceci, ça, apprenons-leur, dans des quartiers, sur des populations qui sont ciblées, apprenons la cuisine, créons des événements, des concours de compotes et des choses comme ça. D'un seul coup, ils vont peut-être aimer les fruits parce que ça devient ludique, ça devient marrant. Et qu'après, quand vous allez avoir... merci, mais... Oui, non, un admirateur... non, attends, oh là 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 là... Je continue. 2 minutes. Quand vous avez, dans des quartiers, quand vous allez faire des actions sociales, parce que finalement, c'est de l'action sociale, je dirais avec des réseaux de santé, avec tout un tas de maillons qui vont prendre en charge des populations précaires sans les stigmatiser. Pardon. À partir du moment où vous avez ça, vous pouvez, pour le coup, apprendre à ces personnes à regarder l'étiquette qu'il y a derrière. Et quand un 4 quarts, il n'y a pas de beurre dedans en premier ou il n'y a pas de choses comme ça, mais c'est que ce n'est pas un 4 quarts. C'est-à-dire que quelque part, finalement, et c'est la troisième chose qui, dans ce lieu-là, me semble importante, c'est qu'on a en France le repas à la française et le partage. Donc cuisine, repas sont des choses essentielles si on veut faire de l'éducation alimentaire et non pas une information nutritionnelle qui ne sera pas entendue par la précarité. Voilà, merci. Vous avez tous noté, merci. Une réaction quand même. Oui, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il n'y a absolument pas de contradiction. Bien évidemment qu'il faut faire tout cela, et on pousse vers cela, on essaye parfois maladroitement, mais on soutient tout à fait ces démarches, et l'éducation alimentaire fait partie, et si vous regardez le PS depuis 13 ans, ça fait partie des choses. Il y a énormément d'actions, d'associations qui travaillent sur le terrain. On signe des chartes d'engagement avec des collectivités locales et territoriales pour que soient mises en place ces actions. Donc bien évidemment, on est totalement d'accord, mais ce que j'essaye moi de dire, c'est que ça ne se limite pas à cela. Il n'y a pas antinomie entre faire cela, c'est pas on fait ça ou on fait l'étiquetage, c'est qu'il faut faire énormément de types d'actions. Quand vous parlez des identités, bien évidemment, les recommandations nutritionnelles ne visent pas à faire perdre les identités. Au contraire, on voudrait qu'on revienne à ces identités. C'est plutôt la perte de ces identités, car aujourd'hui, vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous pouvez me laisser quand même considérer que le message que l'on essaye de faire passer, c'est, là encore, non pas d'ailleurs des normes, mais des repères de consommation qui aident. Donc, on respecte bien sûr les identités. 2, on ne met pas en place qu'un système qui serait d'étiquetage et qui limiterait l'ensemble de l'action de santé publique. On est dans la région de Jacques Puiset, on soutient les actions qui sont faites d'ateliers du goût, etc. Bien sûr que tous ces éléments sont fondamentaux et ne s'opposent pas. Simplement, ce que l'on considère, et les travaux scientifiques là aussi vont dans ce sens, c'est qu'entre autres, les populations les plus précaires, celles auxquelles vous faites allusion, ce sont celles qui comprennent le mieux et qui intègrent et qui utilisent les systèmes d'information colorielle les plus simples. Donc, l'idée, c'est de ne pas se priver de types d'informations qui vont être, sur un plan factuel, utiles. Et là encore, je crois que le débat, et à mon avis, c'est une des grandes difficultés, peut-être, c'est des erreurs de communication que nous faisons, c'est de bien comprendre ce que les systèmes d'information nutritionnelle sous forme de logo veulent dire. J'insiste bien, ce n'est pas des repères de consommation, ce n'est pas de dire il faut manger cet aliment.
mais sans intervenir sur le choix du consommateur. S'il veut prendre une pâte à tartiner, ce qui est entièrement son droit, même si on lui dit par ailleurs dans le PS qu'il faut mieux éviter d'en consommer en excès, eh bien, il pourra différencier entre la pâte à tartiner de telle marque et celle de telle autre marque ou de telle autre marque, et de voir que même s'il veut prendre une pâte à tartiner, elles sont de couleurs nutritionnelles, elles sont de qualités nutritionnelles qui peuvent être différentes, et libre à lui d'intégrer cette information. Donc c'est de la transparence qui vient au-delà et en plus des autres types d'actions. Kylian, est-ce qu'on a 2h30 en plus ou pas? Oui, l'année prochaine. Donc on va être assez bref maintenant pour essayer aussi de laisser la parole à 1, 2, 3, 30 personnes. Kylian, tu chronomètres? Merci. Thibaut, Alors, très rapidement. Juste deux, trois phrases. Moi, je pense que l'intervention de Jean-Pierre Corbeau, elle pointe des risques quand même qu'il est nécessaire de prendre en compte. Parce que effectivement, il y a un certain nombre de mots qui sont importants pour nous, mais cette dimension identitaire, elle est extrêmement importante. Et quand tout à l'heure, par exemple, on dit qu'il faut que les enfants apprennent à rompre avec ce qui leur a été appris dans leur socialisation primaire, dans ce qui crée l'identité du groupe auquel on appartient, il y a quand même des risques qui sont extrêmement importants. Et ce que montre quand même nos travaux qualitatifs, c'est que ces valeurs nutritionnelles, dans ces populations les plus précaires, elles sont généralement pas importantes ou moins importantes que beaucoup d'autres choses. Et donc le risque, c'est quand même que ces populations n'utilisent pas ou marginalement ces couleurs, et qu'on ait là aussi un certain nombre d'effets pervers, et qu'on rate une partie. C'est vrai qu'on se focalise, on est parti de loin des États-Unis, mais bon. On rejoint quand même. Oui, on rejoint quand même, je suis d'accord. Si je peux juste rassurer là aussi mon collègue, c'est que bien sûr qu'il y a des risques potentiels dans n'importe quelle action et une mesure de santé publique. Tout le monde veut parler maintenant. On a suffisamment d'arguments pour penser qu'il faut prendre ce risque. Simplement, et vous avez raison, il faut qu'on mesure. Et quand on a proposé de mettre en place ce système coloré, on a dit que ça doit s'accompagner de la mise en place d'une surveillance et d'une évaluation, notamment des éventuels effets délétères. Il pourrait y en avoir sur le prix des aliments. Est-ce que ça va faire bouger le prix des aliments, dans le sens que celui qui est vert va augmenter son prix, que ça pourrait être mal compris. Donc bien sûr qu'il faudra évaluer et ne pas hésiter, si ça ne fonctionne pas, si c'est délétère, et de revenir sur cette mesure. Elle n'est pas mise comme quelque chose qui est gravé dans le marbre. Alors, on a une anthropologue, un ethnologue, je sais. Tu vas pas. Alors, vas-y. Alors. Si, mais je suis pas anthropologue. Ah, bon, d'accord, je me suis trompé, excusez-moi. Non, moi je suis pas anthropologue, je suis juste, j'aide un petit peu à la bibliothèque en ce moment de l'UHCR. Je suis désolée. Alors, du coup, moi, j'ai pas du tout des points de vue intellectuels et tout ça. Je suis pas à votre niveau, d'accord. Je vais juste dire un truc qui vient du fond du cœur. J'espère que ce sera pas déplacé pour la dame qui est là, d'accord. Donc, moi, je suis ce qu'on peut considérer une précaire, une consommatrice lambda. J'ai pas des connaissances en nutrition ni rien. Là, j'ai 32 ans. À 18 ans, je faisais 120 kilos. 120 kilos, ok. Et sincèrement, je suis désolée de vous le dire. Bon, ça va peut-être vous heurter, mais je préfère le dire du fond du cœur. Comment dire? On se prépare. Non, mais je suis désolée, je suis un peu énervée parce que, en tant que consommatrice, déjà, on n'est pas débile. On n'est pas aussi débile que vous avez malheureusement l'air de le penser. Moi, je n'ai pas réussi à perdre de poids parce que je suivais des conseils de gens comme vous. Je suis désolée, madame, de vous le dire. Des gens comme vous qui, franchement, me faisaient culpabiliser. Je calculais toutes mes calories. Je mangeais tout. Enfin, aucun plaisir, même pas un chouïa de plaisir dans la nourriture. Et c'est à partir du moment où j'ai écouté le discours de gens comme ce monsieur-là, Bon. Je suis désolée, monsieur le Les gardes du corps sont prêts ou pas? Non, mais non, je suis tout sauf violente. Mais à partir du moment où j'écoutais des discours comme ce monsieur-là, où il y a une notion, je vais pleurer, mais une notion de plaisir dans la nourriture, tout ça, c'est horrible d'avoir cette vision. Je suis désolée, madame, mais c'est horrible d'avoir la vision que vous avez de la nourriture, le plaisir, tout ça dedans. Et puis, enfin, je sais pas, moi, je suis sidérée. Et du coup, je voulais dire merci à des gens comme ce monsieur-là, parce que Jean-Michel Le Serre, oui. Parce que c'est en changeant, comment dire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on voit, mais je pense que Béatrice n'est pas aussi stigmatisante que ça. Je l'espère. Je ne vois pas ce que j'ai dit qui a pu vous heurter à ce point-là, parce que je donnais juste deux exemples par rapport au contenu calorique, et je pourrais vous en donner d'autres, et je suis désolée de ce qui vous arrive, mais je pense que je n'y suis pas pour grand-chose. Non, c'est pas ce qui m'arrive ça. Je veux dire, j'ose espérer, mon Dieu, que vous avez tout ce qui est la notion de plaisir et tout dans la nourriture, parce que du coup, je sais pas, c'est peut-être que peut-être que vous jugez un petit peu vite, mais bon. Non, mais c'est vrai que c'est pas. Non, mais c'est très touchant votre témoignage. Non, on entend bien. Non, mais c'est important. C'est vrai qu'on parlait de nutrition. Il ne faut pas oublier la notion de plaisir, et on sait que la notion de plaisir en France c'est quand même essentiel. Après, le débat, on n'est pas avec tous les restaurateurs, avec tous ces. Voilà,
Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit il y a un instant sur l'importance de la cuisine. Je pense que c'est très important que les gens réapprennent à cuisiner. Sûrement, c'est très important qu'ils touchent les aliments, qu'ils les connaissent. Et j'irais même plus loin qu'ils jardinent. Moi, je cuisine peu, mais je jardine. Donc, voilà. Donc, du jardinier au mangeur, ce serait pas mal, en passant par le cuisinier. Et donc, on rêve effectivement que le fait de cuisiner puisse améliorer l'équilibre alimentaire des gens. Et j'ai comme l'intuition que ce soit vrai. Mais il y a quelques années, j'avais l'intuition, il y a une trentaine d'années, que l'éducation nutritionnelle pouvait être utile. Donc on a fait des actions d'éducation nutritionnelle à l'Institut Pasteur, et puis on en a fait d'autres aussi ailleurs, basées sur les classifications des aliments. On apprenait aux gens dans les écoles les aliments et qu'il fallait, etc., manger ceci, cela, etc. Puis on a fait une étude, on n'a jamais publié, ça ne marchait pas du tout. Pire, les enfants mangeaient moins bien après. Voilà, très embêtant. Alors après, on s'est dit, non, mais c'est pas ça, c'est l'éducation au goût. Je suis désolé, hein, parce qu'ici, c'est Jacques Puiset, comme tu disais tout à l'heure, très, très justement. Et on a fait une action d'éducation sensorielle, mais un truc très, très, très bien fait avec des professionnels hyper top en matière d'éducation sensorielle. On a fait ça dans le sud du Nord, parce que dans le Nord, il y a un sud. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. Donc dans le sud du Nord, hyper défavorisé. Hyper, comme dirait l'autre. Hein. Vraiment très, très, très bien défavorisé. Une action vraiment bien menée, longue dans la durée. Résultat, aucun effet. Sauf éventuellement un frémissement de moindre dégradation, c'était chez des enfants, dans les classes sociales plus aisées. Donc, pour vous dire un petit peu que nous devons être très prudents, on ne sait pas ce qui marche. On ne sait pas ce qui marche. Franchement, je vous le dis, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il faut sans doute continuer l'information. Sans doute, il faut créer des conditions qui sont favorables. Sûrement, il faut que les gens puissent s'enrichir un peu. Le problème de la pauvreté, je répète, c'est d'abord une question de revenus. Donc, il ne faut pas botter en touche. S'il y a un problème nutritionnel, c'est parce que les gens, comme tu disais très justement, ils bouffent pas bien parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a d'autres priorités, parce que c'est pas, pour eux, c'est pas simple, parce que voilà, enfin, il y a des représentations, il y a tout ça. Donc, bon, on espère que les choses s'amélioreront. On ne baisse pas les bras, mais je pense que le problème est complexe et que voilà, c'est sans doute un faisceau de choses qui sera utile. Ah oui. Mais quoi? Il y a une question ici. Oui, bonjour. Ah, soyez bref, cher ami. Ouais. Gilles Tétard, sociologue. D'abord, une réaction à la réaction de la jeune femme. Je trouve que la question qu'elle soulève est très intéressante puisqu'elle met le doigt sur l'idée qu'on ramène l'alimentation à la mise en mesure de soi et uniquement à une dimension économétrique de la personne. Voilà, je trouve ça très, très intéressant parce que c'est effectivement un problème qu'on rencontre dans le domaine en particulier des traitements de certaines maladies qui passent par la nutrition. Voilà, juste un commentaire. Avis aux amateurs de thèse. Je voulais réagir à ce qu'a évoqué Serge Ekberg sur le fait de rendre commensurable. Toute la question, tout le débat à la fin tournait en fait sur la manière dont on pouvait faire émerger chez les consommateurs, il n'y en a pas qu'un, des compétences pour pouvoir arbitrer leur choix alimentaire. Ces compétences à travers des codes couleurs, etc., etc. Et effectivement, toute la question, c'est de savoir comment, moi, consommateur, je suis capable de mettre en rapport deux produits qui ont des identités radicalement différentes. Bon, voilà, entre un pain au chocolat et des céréales, comment je vais les ramener à une même unité de mesure à partir de leurs lipides, protéines, tout ça. Donc la question, c'est bien la délégation au consommateur de compétences qui lui permettent de rendre commensurables des choses qui, par leur identité de produit, peuvent être incommensurables. Sauf qu'on est, je pense, c'est juste une remarque qui appelle ou non des réactions, affronté à une contrainte qui est qu'on vit dans une société où l'offre alimentaire se renouvelle extrêmement rapidement. Et que la difficulté à laquelle on se confronte,
c'est que rendre le consommateur intelligent, lui déléguer en fait des nouvelles formes de connaissances, hein, faire en sorte que la nutrition devienne une catégorie du sens commun pour ses choix alimentaires, ça supposerait qu'on soit dans un système alimentaire où les produits sont stables, ne bougent pas, qu'on puisse finalement les comparer entre eux tout le temps. Or, ce n'est pas le cas. On est soumis à une extrême grande rotation d'apparition de cette offre alimentaire. Et toute la question tourne autour finalement de la question du maintien de cette compétence du consommateur dans ce contexte-là. Voilà. Oui, donc c'est en réponse au marketing et la création. Je vais répondre très brièvement parce que vous soulevez des questions bien sûr extrêmement importantes. Juste pour dire que l'intérêt du logo, c'est pas tant de comparer le pain au chocolat aux céréales, c'est entre deux céréales ou entre deux pains au chocolat industriels, est-ce qu'il y a des différences? Pour la même identité, est-ce qu'il y a des différences de composition nutritionnelle? Et elles existent de façon extrêmement forte. C'est sur ce point-là qu'on espère du logo un intérêt. Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais dire un mot, je prends le train. Je suis conseiller de Madame Storojenko pour le plan alimentation insertion, ok? Et donc je connais bien les problèmes de précarité, j'y travaille, et on s'est rendu compte, après je me sauve, hein, promis. On s'est rendu compte, oui, 2 minutes chrono, on s'est rendu compte que dès qu'on est dans la précarité, on ne fait plus à manger. C'est clairement. Donc aujourd'hui, on a 4,5 millions de personnes en aide alimentaire. À l'horizon 2017, on sera à 7 millions. Voilà. Donc n'accablons personne, s'il vous plaît. C'est très compliqué. Bon, ne loupe pas ton Merci train. Gérard. On va passer tout de suite. Alex, vas-y. Et puis monsieur, après. Gérard, c'est un chef de cuisine. Tu as 30 secondes. Oui, je vois un estimable panoplie de personnes qui sont, disons, des experts, des scientifiques. Et le problème que j'ai vu dans le titre de cette table ronde, qui n'est pas ronde d'ailleurs, nutritionnisme, donc ça implique une idéologie, presque religion. Et ce que vous faites tous, nous tous ici, on rendre une situation qui est complexe, compliquée et incompréhensible. Je retiens avec cette dame l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a des problèmes de précarité, il y a un ratio entre calories et argent qui n'est pas du tout pris en compte. Je vous cite un livre de Michael Pollan, américain, qui s'appelle « Le dilemme de l'omnivore », qui a des suggestions simples. 1. Eat food, manger de la nourriture. On ne mange pas des nutriments, on s'en fout de ça. Ce qu'on mange, c'est... Et c'est un Américain qui a écrit ça. Comment? C'est un Américain qui a écrit ça. Absolument. Deuxièmement, pas beaucoup, donc c'est pas quantifiable, c'est qualitatif. Et la plupart, il dit manger des plantes. Alors, vous parlez tous de consommateurs. Ici, je vois des êtres humains. Et quand on réduit les citoyens à consommateurs, on fait un énorme problème. Il a fait un autre livre qui s'appelle 64 suggestions pour mieux manger. Pour les Américains, ne mangez rien qui vienne à travers le vitre de votre voiture. Ça veut dire si tu vas dans un drive-in de McDo, il ne faut pas le manger. Mais il dit, pour vraiment apprendre quoi manger, demandez votre grand-mère, pas votre mère, mais votre grand-mère. Et si vous avez une nourriture qui vient de supermarché et elle n'identifie pas ça comme nourriture, ne le mangez pas. Toute nourriture qui est en publicité n'est pas bonne à manger. Point. 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 T'es sûr que c'est un Américain qui a écrit ça? Absolutely. Bon, Absolutely. Vous aurez les références à la fin. Mais parce que moi, je prends plein dans la gueule quand on parle de l'Amérique et de la nourriture, donc il faut bien que je défende un petit peu quand même. Mais la chose, ce qui est important aussi, il y a un nouveau membre de la famille qui donne son avis sur ce qu'on doit manger. Le nouveau membre de la famille, pratiquement tout le monde a ici, ça s'appelle la télévision. Éteins la télévision, mangez bien. Merci Alex. Oui. Your English is good.
Ce que vous dites est très intéressant et je partage l'essentiel. Simplement, il faut qu'on fasse attention, si vous voulez, à ne pas tomber non plus dans un autre extrême qui serait de dénigrer tout produit qui a été transformé et qui soit passé par l'industrie. Oui. Non, mais l'industrie, nous on travaille beaucoup avec l'industrie, il fait des choses qui sont nulles, mais elle fait aussi des choses qui sont très bien. Aujourd'hui, il y a énormément d'aliments qui sont de qualité en termes de composition, de goût, de sécurité, et qui passent par l'industrie. Donc, soyons attentifs à ne pas globaliser non plus, parce que sinon, on voit très souvent, on fait des conférences, les gens nous chargent les aliments industriels. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je partage le fait qu'il faut effectivement cuisiner, transformer soi-même, et puis connaître les aliments par l'intérieur, c'est tout à fait évident, et puis des aliments simples. Mais bon, on cherche toujours le diable où il n'est pas. Voilà. Ça veut pas. J'étais peut-être un peu trop extrême en disant ne mangez rien qui est à la oui, pub voilà, à la télé. c'est tout ce que je voulais dire. Je suis d'accord, mais vous et d'autres personnes ici, vos recherches sont souvent subventionnées par l'industrie agroalimentaire. Oui, attendez. Donc, c'est une question. Attendez. C'est une question aussi. Oui, c'est une question importante, mais soyons attentifs aussi à ne pas stigmatiser, y compris les chercheurs. Nous faisons des recherches, effectivement, qui nécessitent des recettes. Ces recettes, elles ne sont pas toujours obtenues par le public. L'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique. Et je veux dire, heureusement que les industriels font des études pour améliorer la connaissance. Et donc, c'est pas parce qu'il y a des études qui sont subventionnées par des industriels que les chercheurs sont, entre guillemets, comme on le dit, payés ou ont des conflits d'intérêts. Moi, personnellement, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, très vite, il y a deux... Voilà, monsieur, alors voilà, oui. on va écouter les deux questions à la suite et on essaiera de conclure. Excusez-nous pour... Ce n'est pas une question, mais c'est un témoignage d'optimiste. La réforme des rythmes scolaires a permis à des activités éducatives de rentrer dans l'école, 3 heures par semaine par enfant. Et en tant qu'élu, je peux vous dire que de nombreuses écoles ont travaillé sur le manger, le bouger, le jardiner. Et ce qu'avait perdu l'école, et surtout les collèges en son temps, sont en train de revenir par la petite porte avec la réforme des rythmes scolaires pour apprendre aux enfants à réfléchir sur l'alimentation, à cuisiner, à découvrir des produits locaux. Et donc je suis très optimiste sur cette porte d'entrée en espérant que cette réforme des rythmes scolaires perdure dans le temps. Je le suis aussi, on suit beaucoup d'expériences dans mon magazine, donc je suis d'accord avec vous. Merci pour cette intervention. On va vraiment le faire en 30 secondes, après Bernard Boutboul ne va pas être content si on déborde sur le temps. Non, moi je suis un peu horrifié aussi par tout ce qui est code couleur. On est en train de faire de l'alimentation et du plaisir de manger un acte politique. C'est-à-dire que de plus en plus on met de la politique dans ce qu'on veut manger, et ça c'est catastrophique. Les gens aujourd'hui, et notamment les jeunes, sont en train de dire arrêtez. À Aix-en-Provence, il y a des étudiants qui ont dit stop au pain bio à la cantine parce qu'il n'y avait plus que ça. Aux États-Unis, on a du vin bio, du pain bio, Laurent, du pain bio. Non, Jean-Pierre Coff n'a pas été suivi là-dessus. Non, Jean-Pierre Coff n'a pas été suivi sur l'introduction de vin à l'université. Ça a quand même été dans un rapport. Aux États-Unis, il y a des vidéos qui ont été vues des millions de fois où les gens disent arrêtez de nous imposer vos préceptes, s'il vous plaît, on mange. On est bien. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, les petits codes couleurs ne veulent rien dire. Si vous regardez ce que vous voyez sur les machines à laver et compagnie, on sait parfaitement que c'est totalement détourné par les industriels. Et demain, quand ce sera fait dans l'alimentation, ce sera fait par les grands groupes Nestlé et consorts. Et enfin, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les OGM sont pris dedans? Est-ce que le locavorisme est pris dedans? Est-ce que toutes les transformations insecticides, pesticides sont comptés dans vos systèmes? Non. Donc c'est totalement imparfait et c'est dangereux. Merci. J'aime bien le débat, Laurent, tu sais. Hein. Attends, alors le mot de la fin. Je ne vais pas donner le mot de la fin. Simplement pour dire, oui, la réforme des rythmes scolaires, très bien, et on pousse aussi à ce qu'on y intègre pas seulement de l'éducation, mais en fait de l'action. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Maintenant, pour répondre, je n'ai pas totalement tout entendu dans votre question, mais j'ai cru que vous disiez, foutez-nous la paix, laissez-nous tranquilles, laissez-nous manger. Oui, bien sûr, tout à fait. Simplement, vous n'êtes pas totalement souverain. Vous avez d'autres contraintes. Le marketing, la publicité. Vous n'êtes pas dans un monde de bisounours
où vous êtes libre de choisir, peut-être vous, mais l'ensemble de nos concitoyens peut-être pas. Donc il ne s'agit absolument pas d'imposer. Et je crois que si vous retenez de notre discours qu'on a parlé de nutriments ou d'imposition, c'est soit on s'est très mal exprimé, soit c'est que vous n'avez pas compris. L'idée, vraiment, c'est d'aider le consommateur à avoir des éléments dans ses choix. On respecte totalement sa liberté, mais de toute façon, il n'est pas foncièrement libre parce qu'il est dans un environnement où on conditionne aussi ses choix par un certain nombre d'actions marchandes qu'il ne faut pas nier. Donc, l'idée n'est absolument pas d'imposer quoi que ce soit, mais de fournir des éléments qu'il peut, s'il le souhaite, intégrer. Et c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans la normalisation, mais de fournir des repères dans un monde où il y a beaucoup d'autres émetteurs que les nutritionnistes ou les pouvoirs publics qui ont des moyens beaucoup plus importants pour conditionner le choix des consommateurs. Rappelez-vous, et c'est un sociologue qui le dit, Fabrice cette idée, le consommateur aujourd'hui n'est pas souverain. Il est dans un monde extrêmement complexe. Il faut qu'on lui apporte aussi un certain nombre d'éléments dans cette cacophonie qui le pousse vers des pratiques dont il n'est pas obligatoirement conscient et pour lequel il a la possibilité peut-être d'agir s'il a un minimum d'information et d'éducation qui lui soit offert. Il en tient compte s'il le souhaite. Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est Alex. On éteint la télé. Au revoir. Pas développer les zones sur un point, on a un positionnement 100% au niveau français. Il n'y a pas de révolution. On the air with Brian, you know lying, we be trying, to take it back to where you going, and we be flowing, and you be knowing none. See me in the party, baby, give me a chance, and everybody know I'm coming to grab your hand and